Lorsqu'on parlait d'OGM, on va dire dans le passé, on entendait toujours par OGM égale plante transgénique. Donc, qu'est-ce que sont les plantes transgéniques? C'était des plantes dans lesquelles on avait mis un gène d'une autre espèce qu'on avait introgressé par des techniques génétiques artificielles. Aujourd'hui, tout ce qu'on appelle nouvelles techniques, ce ne sont pas forcément des plantes transgéniques, c'est tout simplement diverses techniques qui permettent de bricoler l'ADN, de venir couper l'ADN, de venir y insérer des morceaux d'ADN, de venir modifier certaines paires de bases. Donc, c'est pas forcément insérer de l'ADN étranger à l'intérieur. Toutes ces nouvelles plantes que les industriels et les chercheurs appellent nouvelles techniques sont bien des OGM, mais par contre, un grand nombre d'industriels voudraient les déréglementer et ne pas les appeler OGM, parce qu'ils savent très bien qu'à partir du moment où il y a l'appellation OGM, ils n'arriveront pas à vendre leur technique. Il y a un vrai débat là-dessus. Nous, on considère effectivement que ce sont des OGM. Au sens de la réglementation, ce sont bien des OGM parce que toutes les techniques qui sont utilisées sont des techniques de manipulation du génome et ça rentre bien dans la définition des OGM. Donc, certains industriels, enfin la plupart des industriels et les scientifiques, un certain nombre de scientifiques, veulent les déréglementer au motif qu'ils disent c'est comme de la mutagénèse. Or, moi je dis ça c'est totalement faux. Tout simplement pourquoi? Parce que dans la réglementation qui a été écrite en 2001, donc la 2001-18, à l'époque, peu de techniques étaient connues, simplement la transgénèse était connue, et également la mutagénèse aléatoire et la fusion de protoplastes. Donc lorsque la réglementation a été écrite, il a été dit que toutes les plantes transgéniques, donc où il y a transfert de gènes d'une espèce à l'autre, étaient bien des OGM, mais il était aussi écrit que tous les mutants, issus de mutagénèse aléatoire à partir soit de rayonnement, soit obtenus par un produit chimique qui s'appelle le MS, étaient également des OGM, mais aussi toutes les plantes issues de fusion de protoplastes étaient des OGM. Par contre, après avoir donné cette appellation d'OGM aux mutants aléatoires et aux plantes issues de fusion de protoplastes, il a été dit que ces techniques-là étant utilisées depuis suffisamment longtemps, on pouvait les exclure du champ d'application de la réglementation. Mais il est bien écrit noir sur blanc que les mutants et les fusions de protoplastes sont bien des OGM. Lorsqu'on parle de fusion de protoplastes, pour nous les bio, l'IFOAM a préconisé de ne pas utiliser les plantes obtenues par fusion de protoplastes dans nos cultures. Donc là, il s'agit principalement, je pense à la chicorée, ou à certains hybrides de choux qui sont obtenus par stérilité mâle cytoplasmique, qui ont été obtenus, ces techniques-là, par fusion de protoplastes. Si on regarde aujourd'hui donc ce que nous disent les semenciers, ils nous disent ce sont des mutants, donc la mutagénèse n'étant pas étiquetée comme OGM, donc les plantes, une partie des plantes que l'on obtient, pas toutes les techniques, mais certaines techniques qui permettent d'obtenir des plantes qui ressemblent à des mutants, mais je vais vous expliquer pourquoi ce ne sont pas réellement des mutants, ces techniques-là doivent être déréglementées. Or, si on regarde bien la réglementation 2001-18, il est bien écrit que toutes les plantes issues de mutagénèse sont des OGM, mais on ne les étiquette pas et elles ne rentrent pas dans le champ d'application parce qu'elles sont utilisées depuis longtemps. Or là, les semenciers nous disent ce sont des mutants, donc ils doivent être déréglementés, alors que ce sont des techniques extrêmement nouvelles. Donc moi je réponds, mais on ne pourra les déréglementer que dans 20 ou 30 ans lorsqu'elles sont suffisamment anciennes. Donc aujourd'hui, il n'y a aucune raison de les déréglementer, parce que l'élément majeur qui a permis de les déréglementer, c'est le fait que c'était des techniques qui étaient utilisées depuis plusieurs décennies, depuis 20 ou 30 ans. Donc les scientifiques ont considéré que depuis 20 ou 30 ans, elles avaient fait leur preuve de l'innocuité, et donc elles étaient déréglementées pour ce motif-là, et pas pour le motif que c'était des mutants. Alors actuellement en France et en Europe, on va dire c'est le statu quo. La Commission européenne avait annoncé en 2015 qu'elle allait rendre un papier permettant d'éclairer, on va dire l'ensemble de la profession
sur ce qui était OGM, ce qui n'était pas OGM, au regard de la réglementation et des diverses techniques utilisées. En 2015, rien n'est sorti. En 2016, elle devait également sortir le papier, et le papier, a priori, ne risque toujours pas de sortir. La Commission européenne, probablement, ne risque de ne jamais sortir de documents, et laisse, en fait, finalement, aux États le choix de définir la réglementation. Là, aujourd'hui, ce qui se passe, c'est qu'on a des États qui font plus ou moins pression pour déréglementer ou pour réglementer. On est complètement encore aujourd'hui dans l'inconnu. Et là, on a pu voir avec la France, qui a une position, on va dire, importante en matière de décision au niveau européen, à travers le HCB, qui a été pour nous instrumentalisé. Le HCB a, le comité scientifique du HCB, pas l'ensemble du HCB, a émis un papier en ne publiant pas l'ensemble de l'avis de tous les scientifiques, pour dire en catimini et en grande vitesse que certaines techniques ne méritaient pas d'être réglementées. Suite à ce document émis par le HCB, la FNAB a décidé de quitter cette structure qui est tout simplement une cellule d'enregistrement de l'industrie semencière. Est-ce que ces techniques présentent un danger? Le problème, on ne peut pas répondre par l'affirmative parce que ces techniques sont extrêmement nouvelles et on n'a pas suffisamment de recul pour savoir si cela va causer des dégâts à l'environnement ou pas. Donc nous, ce qu'on dit, c'est qu'absolument, il ne faut pas mettre en œuvre aujourd'hui ces techniques parce que c'est un saut dans l'inconnu et les effets de ces techniques ne sont pas connus. On va prendre le cas, par exemple, d'un effet non intentionnel. Les académies de sciences des États-Unis et de Chine ont affirmé dans un papier il y a 6 mois, 1 an, qu'il ne fallait pas utiliser ces techniques, notamment la technique CRISPR-Cas9, sur des cellules reproductrices, car cela provoquait des effets non intentionnels relativement importants. Cela veut dire quoi? C'est que cette technique CRISPR-Cas9, et ce qu'on appelle un ciseau génétique, vous permet d'intervenir à un endroit de la cellule pour couper un morceau d'ADN, y mettre à la place un autre morceau d'ADN, changer une paire de bases. Et les scientifiques nous disent on n'intervient qu'à l'endroit où on coupe. Sauf que la réalité montre qu'il y a des effets qui se produisent ailleurs dans la cellule, dont on n'a pas pu mesurer encore les effets. Et les scientifiques, donc américains comme chinois, disent il ne faut surtout pas utiliser cette technique-là sur des cellules reproductrices, car les effets non intentionnels ne sont pas complètement connus et apparaissent relativement plus importants que ce qu'on pensait. Donc aujourd'hui, ces techniques-là sont préconisées notamment en thérapie génique sur les cellules somatiques qui ne sont pas des cellules reproductrices. Et je pense que ça peut être relativement intéressant, peut-être, d'avancer dans ces techniques-là, mais ce n'est pas à nous, agriculteurs, à nous prononcer sur ces techniques-là. Mais si les scientifiques disent qu'il ne faut pas intervenir sur les cellules reproductrices humaines, les semences ne sont que des cellules reproductrices. Et ce qu'on nous propose aujourd'hui, c'est d'intervenir sur les cellules reproductrices des plantes. Ça me paraît extrêmement grave et il faudrait au minimum attendre 15-20 ans avant d'avoir un recul sur ces techniques-là et pas d'avancer tête baissée comme les scientifiques voudraient le faire aujourd'hui. Je vais reprendre donc l'exemple de CRISPR-Cas9, qui est l'exemple le plus connu aujourd'hui, qui est souvent illustré comme étant de la simple mutagénèse, on ne fait que reproduire ce qui se passe dans la nature. Or, je tiens à m'inscrire en faux avec cette affirmation, parce que ce n'est pas du tout vrai. Même si le produit final, avec les techniques qu'on a aujourd'hui, peut ressembler à un mutant, la technique de CRISPR-Cas9, qu'est-ce que c'est? C'est un morceau d'ADN que l'on introduit à l'intérieur de la cellule, et ce morceau d'ADN va opérer, un morceau de matériel génétique, pardon, qui va opérer comme des ciseaux. Donc on va venir couper l'ADN à un endroit que l'on a repéré, un endroit, on va dire, relativement précis, ça, je suis d'accord avec cette affirmation-là, et à l'endroit où on coupe, on va modifier la génétique. Mais c'est notre choix
de modifier la génétique, alors que dans un moteur naturel, la modification, on ne la choisit pas, elle s'opère de manière complètement naturelle, sans qu'on sache pourquoi elle s'opère et de quelle manière. Et elle s'opère peut-être à des endroits qui sont choisis par la nature, alors que là, c'est nous qui décidons d'intervenir à tel endroit. Mais surtout, on introduit à l'intérieur de la cellule du matériel génétique, donc il faut ouvrir une grande porte à l'intérieur de la cellule, on détruit, on va dire, la paroi cellulaire, pour arriver comme si on rentrait avec un bulldozer, on va dire, dans une maison, pour aller bricoler à l'intérieur. Donc c'est complètement différent. Et après, lorsqu'on ressort, on va dire, avec son bulldozer, on referme la cellule, comme si on n'était pas du tout intervenu, et on vient de nous dire, on a fait juste une toute petite modification à l'intérieur. Sauf qu'on a complètement perturbé le fonctionnement de la cellule. Mais après on évalue, on va venir identifier la modification qu'on a faite, effectivement, avec les techniques qu'on a aujourd'hui, la modification semble pouvoir ressembler à une modification naturelle. Sauf que la technique qu'on a utilisée pour obtenir ce produit final est complètement différente et vient perturber complètement le fonctionnement cellulaire. Donc venir nous dire, puisque les deux produits, entre le mutant naturel et notre technique de mutation, qu'on appelle de mutagène, qui est la technique qu'on va appeler de CRISPR-Cas9, donne un produit final identique, donc il n'y a pas de nécessité de réglementation, donc c'est la même chose. Ça, c'est totalement faux. Notamment parce que, effectivement, lorsqu'on l'a introduit dans une cellule de matériel génétique, on vient perturber l'ensemble du fonctionnement de la cellule, et c'est là où on provoque des effets non intentionnels qui, aujourd'hui, ne sont pas évalués à la hauteur qu'ils devraient. Et c'est pour ça que nous demandons à ce qu'effectivement qu'ils soient étiquetés comme OGM, pour qu'on puisse faire ces évaluations. Parce que sinon, ce que demandent les scientifiques, c'est qu'il n'y ait aucune évaluation, alors que les techniques ne sont pas du tout des techniques naturelles. En Europe, il n'y a encore aucun, on va dire, OGM issu de ces nouvelles techniques qui est commercialisé. Il y a quelques timides débuts aux États-Unis et au Canada, mais en Europe, il n'y a pas encore sur le marché. Et si ces nouvelles techniques arrivent sur le marché, c'est la catastrophe pour notre production bio qui est en plein essor. Pourquoi c'est la catastrophe? Parce que ce sont des produits qui sont bien des OGM, mais qui ne vont pas être étiquetés. Donc les conséquences vont être de la part de nos consommateurs, qui ne vont plus avoir confiance en nos produits, parce que nous, en tant qu'acheteurs de semences, on ne pourra pas identifier les variétés qui vont contenir ce type de technologie, puisqu'il n'y aura pas d'étiquetage. Et puis ensuite, on aura toutes les problématiques des contaminations, comme il y avait avec les premiers OGM, on va dire les plantes transgéniques. Donc l'ensemble de la chaîne alimentaire va être contaminé par ces techniques-là. Et puis je rajouterai un deuxième étage à la fusée, c'est la brevetabilité du viande. Bien évidemment, toutes ces techniques-là vont être brevetées. Donc nous ne pourrons plus faire nos semences, puisqu'on va tomber sous la loi des brevets, et non plus sous la loi du certificat d'obtention végétale. Donc c'est à la fois la mort de l'agriculture biologique, et puis la mort de notre indépendance en tant que paysan.